Étranger. Ici tu seras bien si tu y restes. Ici, le souverain bien est le plaisir. Inscription que l'on pouvait lire à Athènes, à l'entrée du jardin d'Épicure. Bienvenue dans le jardin, cet espace ouvert et accueillant où l'on aime à se retrouver entre amis. Le jardin est un podcast qui explore la création littéraire en s'intéressant d'abord et avant tout au quotidien, à la pratique, à la vie des autrices et des auteurs. Vous êtes prêts ? Donnons tout de suite la parole à notre invité. Que les mots à la fin soient les miens. Et donc c'est important de tout apprendre et comprendre, et puis de tout déprendre et oublier, pour qu'à la fin le roman soit un geste très personnel. Et dans ce geste-là, et dans l'idée même de ce geste-là, il y a l'idée aussi d'une rupture. Bonjour Guillaume Cyr. Bonjour. Vous êtes venu de Toulouse. Exactement. Rejoindre donc la Bourgogne et le château du Clos de Vougeot pour le salon Livres en Vigne. Tout à fait. Et vous êtes avec une nouveauté donc, qui s'appelle Les Contreforts et qui paraît chez Calman Levy, et on en parlera un peu plus tard. Mais avant de rentrer dans le détail de chacun de vos livres, ou de quelques-uns de vos livres, est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer tout simplement pourquoi vous avez eu envie d'écrire des romans, alors que vous avez une carrière universitaire, vous êtes chercheur, maître de conférences, sur des sujets liés à Google, aux médias, à l'information, des sujets assez pointus comme ça, et vous avez écrit sur des thématiques qui a priori n'ont pas forcément de rapport. Donc j'aimerais savoir, d'où vous vient cette envie d'écrire en fait. Alors, depuis l'enfance ou l'adolescence, je considère que le roman est à la fois du point de vue de la pensée, le lieu de l'ambiguïté, contrairement à la sociologie qui cherche à expliquer, ou à l'histoire qui cherche à collecter. Le roman cherche à soulever des questions sans réponse, à montrer comment l'être humain justement fuit dans toute explication. Et donc pour moi, dans le rapport au réel que moi-même j'entretiens en tant que lecteur, ça a toujours été ma première porte d'entrée, et j'ai toujours trouvé la plus riche, parce que celle qu'on n'a jamais fini d'étreindre. Un roman, à mon avis, un bon roman, on n'a jamais fini de le lire. Et puis il y a une deuxième raison qui m'a amené au roman, c'est que moi je me considère beaucoup plus comme un artiste que comme un penseur. Le roman, c'est un tableau, c'est des couleurs, c'est un niveau de langue, c'est des paliers, ça vient par le ventre en fait. C'est là que c'est très différent d'un travail universitaire, et c'est ça que j'apprécie tant dans cette forme-là. En plus de ce côté penser l'ambiguïté, il y a ce côté aussi la montrer, la faire sentir, ressentir, la faire prendre comme on fait prendre un feu. C'est à la fois ça qui me passionne comme lecteur, et c'est à cette passion-là que je m'exerce comme auteur. Quels auteurs vous aimez lire justement, quel style en général accroche quand... Est-ce que vous avez comme ça, est-ce que vous pouvez donner des noms? Moi je sais, c'est une question assez difficile, parce que moi quand on me la pose par exemple je ne sais pas y répondre. Mais je pense que l'auteur définitif, si je peux dire, c'est Shakespeare, et je pense que c'est très banal de le dire, mais c'est celui qui réussit le pari fou d'être tragique, comique, lyrique, nostalgique, toujours au même moment. C'est le dernier homme du Moyen-Âge, le premier de la modernité en quelque sorte, et donc c'est celui vers lequel je reviens toujours. Ensuite, je lis beaucoup de poésie. Je vais parler d'auteurs vivants et volontiers moins connus, parce que comme ça, si ça intéresse quelqu'un d'aller voir, je suis un lecteur de Antonio Gamoneda, par exemple, que j'aime beaucoup. En France, il y a Marien de Falvar, qui est un jeune auteur, ou quelqu'un comme Anton Beraber, qui est un jeune auteur aussi que j'aime beaucoup. Moi, j'aime quand c'est écrit, j'aime quand c'est justement ambigu, quand ça se veut non pas un roman à message ou à thèse, mais un roman tableau, œuvre d'art justement, avec ce cas de sacrificiel, c'est-à-dire d'impossible. L'œuvre d'art est l'idée même que la langue puisse donner ça.
Et je pense que dans le paysage aujourd'hui, chez les gens vivants, hein, il y a beaucoup de ça. On sort de l'autofiction, on revient beaucoup à ça. Et donc je lis beaucoup de très bons livres. Et parmi les auteurs inconnus aussi, ou moins connus, dont on parle trop peu et qui pour moi ont beaucoup compté, il y a Paul Gaden, qui est un grand romancier qui est mort très tôt, assez jeune, dans les années 70, il me semble, et qui a écrit vraiment des livres extraordinaires comme Léo Cartier, La plage de Scheveningen. Tout ça existe quand même en poche et je recommande Paul Gaden. Paul Gaden. Dans votre roman Avant la longue flamme rouge, vous abordiez donc cet épisode douloureux au Cambodge, donc la prise de pouvoir par les Khmers rouges. Pourquoi avoir choisi ce sujet? Alors moi c'est un sujet qui me touche beaucoup et j'ai trouvé le roman magnifique, voilà, ça c'est dit. Mais voilà, pourquoi vous avez eu envie d'écrire sur ce sujet-là? Bon, c'est tiré d'une histoire vraie, donc de la vie d'un homme que j'ai rencontré, qui m'a raconté ça. Donc d'abord, évidemment, ça c'est le hasard. Et ensuite, je pense que la guerre civile et le désordre absolu d'une guerre civile exacerbe des invariants chez l'être humain. Vous voyez, rend tout visible parce que tout est immédiatement menacé. Et donc, le lieu même d'une guerre civile, que ce soit à Troyes autrefois ou aujourd'hui à Phnom Penh, qui a été assiégé comme l'a été justement Ilion, révèle des choses. Et c'est moins la guerre civile cambodgienne qui m'a intéressé, alors même que je ne parle que de ça, que ce que cette guerre civile-là pouvait m'apporter et apporter à mon roman, justement à mon œuvre, d'intemporel, d'universel, de commun et de commun à tous. Et donc, c'était une porte d'entrée parmi d'autres, car vous savez, à chaque fois, je change totalement de sujet, donc je n'écrirai plus sur cette guerre civile-là, mais en la prenant une fois, en m'y plongeant une fois, et en m'y plongeant totalement, en m'y abandonnant, je pense que j'ai touché, en tout cas c'était mon objectif, quelque chose qui dépasse cette seule guerre-là, et qui nous montre et qui nous parle de nous tous. Donc vous me dites plonger, est-ce qu'il y a un gros travail par exemple de documentation? Vous lisez beaucoup. Comment vous faites juste avant d'écrire un roman comme celui-ci? Alors oui, je lis beaucoup. Et en même temps, j'oublie beaucoup aussi. C'est-à-dire que je m'imprègne, je laisse tout ça me traverser, et puis je traverse. Hein, je suis allé au Cambodge, je vais sur les lieux, justement, donc je me laisse traverser par eux, entreprendre par eux, de la même manière que moi je les entreprends, j'essaye de les comprendre et de les traverser. Et puis ensuite, il faut tout oublier. C'est-à-dire que mon but n'est pas de faire un roman encyclopédique qui donne des définitions, mais un roman qui est senti. Et donc il faut que les mots à la fin soient les miens. Et donc c'est important de tout apprendre et comprendre, et puis de tout déprendre et oublier, pour qu'à la fin le roman soit un geste très personnel. Et dans ce geste-là, et dans l'idée même de ce geste-là, il y a l'idée aussi d'une rupture avec tout ce qui nous a mené à le faire. Je ne sais pas si c'est très clair, mais pour moi c'est très important de rompre avec ce à quoi d'abord on s'est attaché, pour finalement que ça donne un roman. Vous voyez, il faut que la coquille de l'œuf casse, alors même qu'elle protégeait le poussin qui était à l'intérieur, pour que le poussin enfin en sorte et déploie ses ailes. J'aime bien la métaphore. Je ne sais pas ce qu'elle vaut, mais c'était le hasard me mène tout d'un coup à penser à ça, une coquille qui casse pour enfanter, quoi. Parler du roman actuel Les Contreforts, je voulais commencer par lire ce qu'on appelle l'accroche, les toutes premières lignes. L'attaque, je crois, l'attaque. Alors, je me lance. Alors, Pierre passe sous l'aine et enfonce le couteau au renflement du croupion dont il tient écartés les bords caoutchouteux. Il y a encore quelques heures, ce perdreau volait dans la campagne à la recherche d'une femelle avec qui partager son nid de paille et de boue beurrée. La chair cède. Les vaisseaux s'entortillent autour de la lame. Les entrailles apparaissent, le foie couleur guimauve, le cœur dans un liquide délié,
la graisse cireuse, l'intestin, la vessie aux reflets grenadines. Pierre extirpe ensuite les poumons qui ont l'air chacun d'être le cœur d'un animal plus grand et surtout moins mort. Alors, je me suis dit c'est sympa de le lire pour 2 raisons. Déjà parce qu'on est dans la campagne et que ça peut évoquer des scènes qui peuvent avoir lieu par ici en Bourgogne. Et aussi parce que justement il y a un style très imagé et puis que je trouve très beau. Et je voulais qu'on parte de ça pour que vous nous parliez des contreforts. Qu'est-ce que ça raconte, les contreforts? Alors, les contreforts racontent l'histoire d'un château fort, un château fort assez invraisemblable, irreprésentable, fait de tourelles anarchiques, de donjons, de remparts, qui s'écroulent, sur lequel le temps pèse terriblement, sur une famille donc, qui l'habite. Léon, le père, qui est un Cyrano de Bergerac, c'est-à-dire un gascon lyrique, inconséquent, qui s'énerve pour rien, qui se bagarre, qui ne veut jamais faire de concessions. Alors on l'aime tous, Cyrano, mais en même temps il est invivable, on ne voudrait pas l'avoir pour père, justement. Une mère qui avait rien à faire là, et qui est une Parisienne, qui est arrivée là par amour, et qui essaye de rattraper l'inconséquence justement de celui qu'elle aime. Une fille aînée, qui est une bricoleuse de génie, elle s'appelle Clémence, elle chevauche un tracteur invraisemblable, une montagne, vous voyez, de feu et d'acier, et son petit frère Pierre, qui est un chasseur-poète, un peu très, très solitaire, qui a survécu à un incendie dans des conditions étranges. Et Les Contreforts va raconter comment cette famille, qui est expulsée par l'administration, c'est-à-dire qu'on envoie des gendarmes, évidemment un château fort, personne ne peut avoir les moyens de tenir ça, et puis le château fort représente en même temps les liens de la famille, la mémoire, les souvenirs d'enfance, l'esprit des vacances qui doivent passer en fait, et comment cette famille-là va refuser que ça passe justement, et va se battre d'une part contre l'administration et les gendarmes en particulier, qui assiègent comme dans une guerre de Troie contemporaine, ça se passe à notre époque. D'autre part, contre le temps, c'est-à-dire qui se manifeste par les remparts qui s'écroulent, donc il faut les étayer, il faut réparer sans cesse, il faut lutter pour ne pas perdre ça, et contre la nature, donc il y a des incendies, il y a des chevreuils de plus en plus nombreux, hargneux, bizarres qui apparaissent. Tout ça a lieu au seuil, donc sur les contreforts des Corbières, qui est un désert de ronces et de vent qui s'étend de Carcassonne à Narbonne, dans le sud de la France, très sec, très aride, mais magnifique en même temps, très grec en fait. Et donc les contreforts, ça va être cette histoire, cette tragédie, c'est-à-dire que ils n'ont aucune chance de s'en sortir, et pourtant il n'est pas question de ne pas se battre totalement pour peut-être tout sauver. Mais soit ils sauveront tout, la nature, le château, la famille, leurs souvenirs, soit tout sera détruit. Mais on sent bien que tout est lié, et que c'est toujours la même chose dans différents états, comme quand on dit que l'eau à l'état c'est la même chose quand c'est de la glace ou de la vapeur, mais dans 2 états différents. Quelque part le château fort, le désert, la nature derrière, et cette famille-là et leurs souvenirs, c'est la même chose dans différents états, et c'est bien cette chose-là multiple et unique qu'il s'agit de sauver. Vous avez dit grec, vous avez dit Troie tout à l'heure, vous avez dit l'Iliade et l'Odyssée. Avec Shakespeare, il y a aussi Homère Bien sûr, dans ce qui vous accompagne. Oui, mais qui nous accompagne tous, l'aveugle vagabond, mais parce que justement, c'est la base. D'abord, ça renvoie à des choses qui sont souvent très connues, digérées dans la culture qui est la nôtre, et en même temps, c'est justement la base d'un récit où les personnages sont complexes, inattendus, où le hasard a sa part, vous voyez, et donc je crois que quelque part, ce qu'on raconte tous, toujours, c'est la même histoire, et que peut-être c'est le premier à l'avoir raconté, en tout cas le premier qu'on connaît aussi bien, et qui est un peu notre parrain à tous de ce point de vue-là. Alors là, je vais prendre plus sur votre quotidien d'écrivain, justement. Est-ce que vous avez des routines ou un schéma que vous aimez suivre, un horaire, des horaires que vous imposez? Est-ce que vous avez comme ça quelque chose qui vous aide à tenir le cap de l'écriture, si j'ose dire? Alors je n'ai pas de rituel, ou d'heure, ou le besoin d'avoir un certain type de stylo, ou d'écrire sur ordinateur ou sur une page blanche. Moi je peux écrire, en fait, une fois, comme je vous le disais tout à l'heure, que je m'abandonne
au roman, c'est-à-dire que je suis prêt à cueillir le fruit quoi qu'il en coûte, comme disait l'autre. Euh, je, Tout d'un coup, parce que j'habite à l'intérieur de ce roman, et ce qui peut coûter cher par ailleurs, hein, mais parce que justement j'ai du mal parfois à penser à autre chose, je peux écrire tout le temps. Et donc j'écris tout le temps. Je peux parfois écrire sur mon téléphone des notes, et puis surtout je tartine. C'est-à-dire que il me faut d'abord la matière brute, et donc j'y vais pleinement, en exerçant pleinement ma liberté vis-à-vis de la page, et je sais que plus tard viendra le moment de la taille, de l'incise, de la précision, de couper des passages, de reformuler d'autres, de réorganiser la chronologie. Mais d'abord, je suis dans une sorte de générosité totale vis-à-vis de mes personnages, de mes décors, et donc, donc j'écris tout le temps en fait. Et du coup, je ne ritualise pas ça, ce qui permet d'appartenir à ça. Parce que le rituel, c'est toujours aussi, vous voyez, je sais pas, si on va à une messe, il faut faire certains gestes convenus pour rentrer dans cette prière-là. C'est l'idée d'un rite, c'est quand même ce qui sépare de la vie qui sinon est la vie normale, commune. Et tout d'un coup, par le rituel, on rentre dans une cérémonie. Or, moi, je n'ai pas de cérémonial parce que justement, c'est ma vie. Donc du coup, j'y habite, c'est ma vie normale. Et l'absence de rituel me permet que ce soit ma vie, même quand je dors. Ça, c'est très fort. Vous êtes totalement absorbé. Donc, Exactement, j'appartiens à ça. Mais est-ce que vous, quand même, vous fixez une date limite ou pas du tout? C'est juste... ça viendra quand ça viendra. Oui, alors bon, je suis dans un moment de ma vie où je n'ai pas besoin de fixer, d'avoir ce genre de choses parce que ça se fait assez... Enfin, j'ai jamais eu besoin d'une date limite pour réussir à rendre ma copie, si je peux dire. Et en plus, comme je n'en dépends pas financièrement, cette question-là d'intendance ne se pose pas non plus. Donc, le feu, de ce point de vue-là, n'est nulle part, alors même qu'il est partout ailleurs. Et donc, non, pas de date limite. Mais en revanche, au bout d'un moment, un besoin, parce que je vous dis, il y a quand même un abandon, un besoin du repli, quoi, de quitter le terrain, quoi. À un moment, il faut aussi que ça cesse. Donc je peux pas tenir, je pourrais pas habiter dans un même roman comme certains l'ont fait d'ailleurs, et que ça a dévoré, quoi. Malcolm Lowry a habité en dessous du volcan pendant toute sa vie, quoi. Il y a laissé sa vie, sans doute, dans ce livre-là. Moi, à un moment, je rappelle les troupes. Vous disiez, vous coupez, enfin, d'abord vous écrivez, puis ensuite vous arrivez à structurer, couper, aller dans une vision plus analytique et plus précise du texte. Et est-ce que vous acceptez un dialogue avec, par exemple, l'éditeur et des remarques où il vous demanderait également ou de couper ou d'ajouter, je ne sais pas, ou alors, non de seulement transformer Alors oui, alors non seulement je les accepte, mais surtout j'en ai besoin. Je ne suis pas comme Cyrano, justement, qui ne pouvait pas tolérer l'idée qu'on puisse changer une virgule. Son sang se coagule. Moi, au contraire, la dialectique, c'est-à-dire que d'abord, le dialogue avec l'éditeur se passe en deux temps. D'abord, je connais bien mon éditrice parce que j'ai publié plusieurs romans avec elle, donc je sais aussi ce qu'elle pourrait me dire. Donc elle est déjà là, en quelque sorte, au moment du travail. Comme ça. Voilà, je me dis, tiens, ça, elle ne sera pas d'accord et elle aura raison de ne pas être d'accord. Il faut que je me contrôle. Donc il y a une sorte de dialectique imaginaire d'abord. Je ne suis pas jamais tout seul, tout à fait. Et ensuite... elle me dit, et on a besoin de ça, si vous voulez accrocher un cadre à un mur, il vous faut quelqu'un qui est 5 mètres derrière et qui vous dit un peu à gauche, un peu à droite. Ça ne veut pas dire que ce quelqu'un aura accroché le cadre à votre place, mais ça veut dire aussi que s'il n'avait pas été là, vous l'auriez mal accroché. Et je crois beaucoup au travail de l'éditeur dans cette époque où tout le monde publie sur Internet ses propres trucs sans jamais avoir de correcteur. Au contraire, c'est plus nécessaire que jamais. Et ce qui fait des livres, nous les auteurs, on fournit un texte, et ça c'est assez individuel, mais le livre en revanche est un travail collectif. Et ce qui fait qu'un texte devient un livre, c'est cette dialectique, c'est ce collectif. Et l'éditeur, et moi j'ai la chance d'avoir une éditrice avec qui le dialogue marche très bien, permet vraiment qu'à la fin de trouver un équilibre, que le livre soit équilibré. Ça ne veut pas dire digeste, équilibré, hein. Ça peut être aussi du feu. Et ça doit être du feu, mais un feu que malgré tout on peut porter, quoi, et qui peut aller brûler partout où on l'emportera, justement. Et donc il faut ça, c'est très important, et je crois beaucoup en ça. Donc oui, j'accepte,
mais surtout je réclame. Oui, c'est vrai, moi j'aime beaucoup l'idée justement, le fait de retrouver du collectif dans une activité qui est très solitaire, enfin dans une première phase en tout cas, ou enfin dans la phase d'écriture, on va dire. Et c'est vrai que c'est important, oui, Oui, d'arriver et si je à peux même construire quelque chose. voilà, et si je peux en même commun, ajouter, il y a bien sûr les éditeurs, mais il y a aussi après les équipes commerciales, les équipes de relations presse. Vous voyez, il y a tout un collectif. Le livre donne, anime et est animé par ce collectif en même temps qu'il l'anime. Et à la fin, un livre, ce qu'on ouvre, c'est ça. Enfin, il y a des gens qui ont choisi la couverture, la couleur, les polices d'écriture, qui ont relu. Il y a eu plusieurs relecteurs. Il y a des relectures orthographiques. Puis ensuite, il y a les équipes commerciales qui le portent aux libraires. Puis les libraires qui le conseillent à leur... Enfin, il y a tout ça. Et c'est ça un livre aussi. Et donc, oui, c'est autonome, solitaire d'abord. Mais à la fin, c'est magnifique de voir le vaisseau voguer comme ça et tout le monde s'y affairer. Donc d'ailleurs, on espère qu'après, ils seront contents de la traverser parce que justement, on se sent aussi engagé vis-à-vis d'eux. Pour terminer, j'aimerais vous poser, je pose toujours cette question, c'est mon rituel. Ah oui, c'est bien. Est-ce que si vous n'aviez qu'un seul conseil à donner à quelqu'un qui hésite à se lancer dans cette aventure de l'écriture, quel serait ce conseil ? Ne pas faire de roman à message ou à thèse pour démontrer quelque chose et éviter à tout prix, et quoi qu'il arrive, et à chaque ligne, la morale. Dire que c'est bien ou mal, que c'est ça qu'il faut faire ou qu'il ne faut pas faire, dire aux gens, si vraiment les personnes ont un avis clair sur la vie, la politique, etc., ils ont qu'à écrire un essai. Mais le roman est le lieu même de l'ambiguïté morale, de l'absence même de jugement définitif. Et donc et c'est pour ça que la narration et la description, les dialogues, les personnages avec des psychologies étranges qui ne sont pas des types viennent nous renseigner sur ce que ne nous dira jamais un essai en fait. Et donc il faut décider que c'est une fiction, il faut décider que c'est de la narration et surtout pas faire de discours. Merci beaucoup Guillaume Cyr. Je vous en prie, merci à vous. Et voilà, c'est déjà fini. Merci beaucoup, chères auditrices et chers auditeurs, d'avoir passé un moment avec nous dans Le Jardin, un podcast littéraire. S'il te plaît, dessine-moi un écrivain. Je suis François-Xavier Robert. Ce podcast n'aurait pas été possible sans l'aide précieuse de Julien Oran au mixage et à la création musicale. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à le partager, à vous abonner. Rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode du Jardin.